Il y a des choses qui ne changent pas et sont appelées à perdurer. Le trafic de drogue, l'avidité des hommes, le cartel de Sinaloa. Et des noms gravés dans l'histoire, immuables depuis près d'un demi-siècle. Guzman et Zambada. Les deux compères jadis descendus de leur montagne pour gouverner le monde et berner les autorités main dans la main. Les patriarches de deux dynasties liées, avec beaucoup d'autres, par les liens du sang. Pour tous, ces noms paraissent comme gravés dans le marbre. À une époque en constante évolution, où les repères sont sans cesse bouleversés et jeunesse se perd. À une époque où une nouvelle forme d'impérialisme américain, le wokisme, gouverne le monde et contamine peu à peu l'Europe et le Mexique. À une époque où l'on déboulonne les statues des grands hommes et réécrivons œuvres, films et romans pour coller aux diktats du moment, on pouvait au moins compter, qu'on le veuille ou non, sur cet unique point de repère. Un homme gouvernait la mafia au Mexique depuis près de 50 ans. Pour le meilleur et pour le pire, ça au moins, ça ne changeait pas. Peut-être que cet état de fait bien établi rendait un peu plus facile à accepter les violences et les quelques 30 000 meurtres par an qui encourent au Mexique. On pouvait au moins se raccrocher à l'image patriarcale de Zambada, le dernier baron de la vieille école au Mexique, pour tenter de se rassurer. Il faut dire que Zambada a su se faire aimer au long de son règne par ceux qui l'ont le plus côtoyé, les habitants du Sinaloa. Jouissant de l'image mythique d'un sage au caractère pondéré, l'homme, qui n'a eu de cesse de vouloir apaiser les tensions entre narcos tout en gardant ouvert le canal des négociations avec les autorités, était le dernier vestige de cette époque du narcotrafic, où tout se réglait entre hommes d'honneur, et où les innocents n'étaient que rarement touchés. Cette époque est depuis longtemps du passé, laissant la place à toujours plus de violence, de barbarie et de mort. Aujourd'hui, tout cela n'est plus. Zambada, comme les hommes d'honneur, comme l'espoir, celui de voir les choses redevenir comme autrefois et s'améliorer. Le parrain Zambada est tombé, ce 25 juillet 2024, au cours d'une rocambolesque journée. Celui qui volait au plus près du soleil se sera finalement brûlé les ailes, puisque son ultime vol l'a conduit à un petit aérodrome du Nouveau-Mexique, où l'attendait une foule d'agents de la DEA et du FBI venus l'arrêter. Comme ces 30 dernières années, le nom de Zambada n'a pas été le seul cité lors de cette journée, puisqu'il a été arrêté en compagnie du fils de son compadre de toujours, El Chapo Guzman. Le 25 juillet 2024 retentissaient une fois de plus, côte à côte, comme des égaux, les noms de Guzman et de Zambada, qui ensemble ont profondément marqué l'histoire du Mexique, jusqu'à même défier le gouvernement des États-Unis. Les noms de ceux qui ont fondé le tristement et mondialement célèbre cartel de Sinaloa. Joaquín Guzmán López, fils du baron emprisonné et également filleul de Zambada, qui entretenait avec ses frères une récente rivalité contre celui-ci, aurait joué un rôle important dans la chute de Zambada, puisque les premières rumeurs pointaient du doigt son implication dans celle-ci. La défense du parrain Ismael Zambada arguait même que ce serait Joaquín Guzmán López lui-même qui l'aurait menotté et fait monter dans l'avion qui l'a conduit aux États-Unis. L'escalade dans les tensions qui opposent la faction des fils d'El Chapo à celle d'El Mayo Zambada aurait culminé avec cette ultime traîtrise de la part de Guzmán López, si on en croit cette version. Mais que croire, justement, tant cette capture que personne n'a vu venir et dont les plus célèbres analystes du crime organisé au Mexique prédisaient qu'elle ne surviendrait jamais, a surpris tout le monde, jusqu'alors impensable. Une capture qui n'a toujours pas été tirée au clair par les journalistes et qui continue aujourd'hui encore d'alimenter les théories les plus folles, personne ne semblant pouvoir se mettre d'accord aux États-Unis comme au Mexique sous les événements qui l'ont précipité. Capture, reddition volontaire ou trahison? Il semblerait qu'il s'agisse d'un nouveau secret partagé par les familles Guzman et Zambada que le parrain emportera dans la tombe. Mais désormais, ce sont de toute autre préoccupation qui assaillent journalistes et habitants du Sinaloa, inquiets de leur propre sort.
Que se passera-t-il maintenant dans les rangs du cartel de Sinaloa? Maintenant que le dernier ancrage de stabilité a été abattu par les gros sabots des Américains, désireux de faire baisser l'approvisionnement de drogue à destination de leur pays, tout en se fichant des règlements de compte et des victimes des guerres de cartel au Mexique. Si certains pouvaient appeler cette capture de leur vœu, les choses sont souvent plus complexes qu'il n'y paraît. Journalistes comme analystes à la télévision mexicaine disaient même redouter ce jour où Zambada serait obligé de passer la main. Car désormais, c'est le grand inconnu. On ne peut même plus se raccrocher aux anciennes figures de la pègre qui dirigeaient cette dernière depuis près d'un demi-siècle pour se rassurer. Qui sait ce qu'il adviendra maintenant dans une sphère de narcos qui a chaque fois gagné en barbarie et en cruauté. Car si les cartels mexicains ont évolué au fil des ans, ça n'a jamais été pour le meilleur en effet, malgré les coups de filet portés à leur encontre, mais bien toujours pour le pire. Et à chaque capture, chaque parrain mis hors course, c'est chaque fois de nouvelles guerres et de nouveaux bains de sang qui sont provoqués. Des guerres de succession qui n'en finissent jamais, dont les innocents et les civils paient le plus lourd tribut. Et cette fois, il ne s'agit pas d'un capot ordinaire, mais du parrain des parrains de l'organisation criminelle la plus emblématique au monde, possédant un pouvoir de nuisance considérable. Un homme avec qui l'on disait pouvoir négocier une fois n'est pas coutume, et qu'on prenait aussi pour le plus tempéré de ses collègues, bien loin des esprits dérangés des deux fils psychopathes del Chapo Guzman qui lui ont déclaré la guerre depuis 2020 par exemple. Avec la chute de Zambada, c'est toute une région qui déstabilisait. Si on ajoute à cela les rumeurs qui pointent du doigt la participation d'un, voire plusieurs, fils del Chapo dans la capture de Zambada, comme le climat de tension entre les deux factions autrefois alliées, le début de la guerre ne semblait plus qu'une question de temps, inévitable. Le temps en question représente 2 mois de gestation et de rondes d'observation où chacun avance ses pions en redoutant les mouvements de l'autre, pour une violence encore plus implacable, avant que la guerre n'éclate finalement le 9 septembre 2024. La nouvelle guerre des narcos au Sinaloa. Comme toujours, comme si ça devait être écrit, la guerre oppose 2 familles qui ont gravi ensemble les échelons du crime organisé. 2 patronymes qui résonnent dans les rues du Mexique depuis plus de 30 ans, chaque fois côte à côte et mis pour la première fois face à face. Guzman contre Zambada. Et donc dans ces communications, on entend ce fameux El Comanche, ou en tout cas l'homme que l'on prend pour lui, clairement menacer de mort les fils del Chapo et fédérer ses troupes qui participent à l'opération déclenchée par leur organisation ce matin-là, dans le but d'en finir une bonne fois pour toutes avec leurs rivaux. Composé d'une 40aine de camionnettes blindées quand même, hein, qui appartiendraient au groupe des Zambada, et d'ailleurs c'est clairement les successeurs dans la faction d'El Mayo qui déclencheront et qui lanceront les hostilités ce jour-là, ce lundi 9 septembre 2024, comme en témoignent les communications radio, notamment celles attribuées à El Comanche
le leader des opérations dans la faction d'El Mayo. Donc bientôt, dès les premières heures du jour, on entend et on assiste à des fusillades nourries et intenses dans les quartiers précédemment cités, là où je vous ai dit que on avait donc observé des convois de sicarios. Ça ne tarde pas dans ces secteurs-là à dégénérer en fusillade, même si tout serait parti d'un premier échange de coups de feu dans le secteur de la Campiña avant de s'étendre aux autres secteurs de la ville dont je vous ai parlé. Les fusillades ont commencé un peu avant 1h du matin et auraient duré près d'1 heure, sans que l'on déplore officiellement de victimes. Néanmoins, plus loin, un corps décapité a été retrouvé à proximité d'un parc. Ces assassins ont ensuite abandonné sa tête vers 22h30, quelques rues plus loin, dans un carton à pizza. Arriba el salado, compa. No ocuparé presentarme, ya saben quién soy. Soy el del salado, el que salió en la revista, el que siempre ha portado el sombrero de lado. El poder con el que cuento es muy preocupante, por eso soy grande. Pero soy igual que ustedes, un ranchero viejo, igual que mis padres. El poder y la humildad lo traigo en la sangre. En mi cintura una escuadra que nunca me falte, mi super del 11. En andar de un buen caballo siempre voy trotando, nadie sabe a dónde. A veces ando muy cerca o tal vez muy lejos, pero me divierto. Con mujeres me entretengo, me gusta el norteño y música de viento. De lo bueno y malo que hago, nunca me arrepiento. Arriba el Coyoqui, viejo, la Laguna Colorada. Vámonos pa' Carrizal, mi compa. Que soy el Tololochi, compa. Personas que hay en mi infancia, un día he conocido, nunca los olvido. Por esa gran circunstancia, que soy poderoso, les perdí el camino. Sé que ustedes sí me han visto, tal vez en noticias con esa revista. No porque sea el M grande, piensan que soy malo, ocupo exorcista. Pero el que se anda saliendo, lo cargo en mi lista. ¡Que trones a tú, viejo! Mis nervios no son de acero, a veces curveo, pienso en mi familia. Me acuerdo mucho de mi hijo, lo que hizo por mí, jamás se me olvida. Ahora me toca atorarle, yo por mi Vicente doy hasta la vida. A lo que sea le hago frente, con tal de tenerte de nuevo Vicente.